pour les personnes qui utiliseraient le chat, je me ferai effectivement votre porte-voix. Voilà, bah, écoutez, les recommandations d'usage étant faites, je cède la parole à Christine Schibler pour justement introduire ce webinaire. Merci beaucoup, Marie-Claire. D'abord, bienvenue à tout le monde. Ravie de vous voir ce matin. Merci beaucoup à nos intervenants qui nous font le plaisir de partager avec nous leur expérience et ce moment. Et c'est vrai qu'on est très heureux de vous recevoir ce matin. Vous le savez, la FHP s'est engagée depuis plusieurs années dans la promotion des valeurs du développement durable. Cet engagement a été renouvelé dans le cadre du plan stratégique 2021-2023 que nous avons donc finalisé cette année, avec un axe spécifique consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, avec la volonté que cet axe soit ancré dans la réalité de la profession et bien sûr en lien avec les attentes des citoyens, au-delà de l'aspect santé, purement santé. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce plan stratégique, on a élaboré une charte. Cette charte d'engagement RSE a comme objectif d'amplifier les actions de l'hospitalisation privée sur les 4 grands piliers de la RSE. Les 4 grands piliers de la RSE, donc, qui sont environnemental, social, sociétal et économique. Alors, cette charte d'engagement, elle vous avait été présentée lors des rencontres à Marseille. Ça a été donc l'occasion de témoigner ce que nous sommes, nous, en tant qu'hôpitaux et cliniques privées à mission, au service de la santé durable, mais aussi au service du développement économique et social des territoires. Et pour que cette charte ne reste pas incantatoire et qu'on rentre, on va dire, dans une phase plus de plan d'action, de mise en œuvre opérationnelle, on a décliné de manière concrète sur la période 2021-2023, d'un point de vue pratique, des propositions pour faire face aux différents enjeux qui sont dans la charte d'engagement RSE. Donc aujourd'hui, l'organisation de ce webinaire est consacrée donc, aux achats hospitaliers, aux achats responsables, pour répondre au premier engagement de la charte qui est limiter l'impact carbone des établissements privés. Vous le savez, le think tank de Shift Project a publié jeudi dernier un rapport intéressant, Décarboner la santé pour soigner durablement, qui place les achats, médicaments, dispositifs médicaux, alimentation, comme la principale source d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, soit 60% de nos émissions à effet de serre. Donc, on voit bien que l'enjeu, il est absolument majeur sur ces questions d'achat et c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et il est d'autant plus majeur que, vous le savez aussi, les achats hospitaliers, c'est le 2e poste de dépense du budget de nos établissements et ça représente donc annuellement 20 milliards d'euros. Donc, l'enjeu, il est à la fois effectivement environnemental, social, économique, mais il est aussi financier. Donc, il y a une dimension aussi économique financière avec le souhait forcément de rapprocher finalement des objectifs qui soient achetés plus durables, mais dans un environnement avec contrainte, puisque nous avons une contrainte financière, parce que nous sommes régulés. Même si on va essayer pour la prochaine période de 5 ans de voir avec le gouvernement comment prendre en compte l'inflation et les hausses des achats, parce que vous l'avez vu ces derniers temps, on commence à avoir des contraintes et des tensions sur les marchés, aussi bien en termes d'approvisionnement qu'en termes de coûts. Donc, la mise en œuvre d'une politique d'achat responsable, ça constitue vraiment un levier transverse efficace pour décliner la politique de RSE au sein de nos établissements et pour relever le défi de la transition écologique. Donc, ce webinaire répond à un triple objectif. D'abord, partager ce que sont les achats responsables et nous éclairer collectivement sur ce sujet. Vous permettre d'appréhender les enjeux d'une politique d'achat responsable et partager surtout entre nous les bonnes pratiques. En effet, la mutualisation des bonnes pratiques, ça a une vertu essentielle. D'abord, montrer qu'il est possible d'agir et que même des actions simples peuvent faire la différence. Donc, engager une politique d'achat responsable, c'est possible, c'est stratégique, c'est vertueux et source de bénéfices. Et c'est ce que nos intervenants, que je remercie encore, vont pouvoir nous démontrer. Donc, je vous remercie
Merci de partager vos connaissances tous les trois, vos retours d'expérience. Et puis, donc, je souhaite à tous nos participants donc, un bon moment et surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions pour qu'on puisse avoir un moment d'échange à la fois riche, mais aussi dynamique. Merci Christine. Merci beaucoup à Isabelle Hamelin, Nicolas Bassot et Olivier Thomas qui ont accepté effectivement d'intervenir pour partager à la fois leurs connaissances, leurs actions et leur retour d'expérience sur les achats durables. Et donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Olivier Thomas qui est à la tête de Primum Non Nocere et expert sur les sujets du développement durable. Alors Olivier, engager une politique d'achat responsable, concrètement, ça veut dire quoi? C'est vrai qu'on voit, tantôt on parle d'achat responsable, tantôt on parle d'achat durable, d'achat vert. Est-ce qu'il y a une différence? Et puis, et pourquoi engager en fait une politique d'achat responsable? Quels en sont les enjeux pour nos établissements? Je te laisse la parole. Merci Marie-Claire. Vous avez mon écran? Parfait. Ok, super. Alors, je vais essayer de répondre à tout ce que vous venez de dire. La barre est haute, puisque sur le pourquoi, sur le comment, sur le sens de la démarche, je vais essayer d'être le plus synthétique possible avec ma petite collection d'images. Mais je vais vous faire ma conclusion tout de suite. Comme ça sera fait, puisque pour ne pas dépasser le temps, je veux être sûr de vous dire ce que j'ai à vous dire. Une politique d'achat responsable, un, ça donne du sens, deux, c'est rentable. Donc, ceux qui imaginent que mettre en place des actions RSE, ça coûte de l'argent, eh bien ça, c'est la vision d'antan, c'est la vision d'avant, c'est pas vrai. Aujourd'hui, tous les acteurs qui sont engagés sur des stratégies RSE et notamment sur des stratégies d'achat responsable, eh bien, on pouvait l'efficience, l'efficacité, la durabilité et la rentabilité de cette stratégie. C'est très important à entendre en début et en conclusion, donc je le redirai quand même à la fin. Quelques éléments de contexte. Il y a un nouveau label. Il est passé un peu inaperçu. Je vous engage vraiment à le creuser. Je vais vous le présenter au pas de course, mais c'est le ministère de l'économie qui l'a lancé, avec des moyens très importants qui sont mis derrière, des acteurs très accessibles. Le médiateur des entreprises, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous engage à rentrer en contact avec lui au niveau national et en région pour signer la charte des achats responsables. Il faut savoir que notre Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu'il voulait que l'ensemble des achats publics responsables soient faits en tenant compte de ce label relations fournisseurs et achats responsables. Et ils ne lâcheront pas l'affaire. C'est quelque chose de très structurant avec des outils. Et je vais rentrer un petit peu dans le détail. Un contexte réglementaire rapidement. Qu'est-ce qui se passe au niveau national sur ces sujets-là? Donc, en clair, tout date de 2009. Il n'y a rien de nouveau au final. Tout ce qui est inscrit dans la loi aujourd'hui était prévu dans la loi Grenelle 1 2009 et la loi Grenelle 2 2012. En clair, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40%, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'on a comme outil au niveau national? On a la DGOS qui pilote un programme phare, alors qui a un peu pédalé dans la semoule pendant quelques années, mais là, qui a mis un gros coup d'accélérateur ces derniers temps. Il va y avoir des livrables, je les connais bien parce que c'est nous qui avons emporté l'appel d'offres pour faire les livrables, donc on a la tête dedans, j'ai 3 personnes à temps plein là-dessus. Donc c'est un très gros travail pour justement faire des fiches achats réflexes pour les acheteurs et les GHT. On a tout récemment, au mois d'août, le plan national des achats durables, je vous engage à le lire. C'est toute la commande publique et la commande privée que nous sommes, nous, du côté FHP, ne pourra pas ne pas s'associer à cette dynamique de commande publique avec des critères environnementaux, sociaux et sociétaux à mettre en œuvre très rapidement. Il y a aussi le code de la commande publique, je vais vous en montrer un petit extrait. La charte et le label RFAR. Indirectement, vous avez le PNSE 4 qui arrive, le plan national santé-environnement, très structurant, qui va être décliné dans toutes les régions à partir de, je pense après la présidentielle, vers juin 2022. Il faut savoir qu'il y a des régions comme Grand Est qui est en train de réfléchir à une déclinaison sectorielle d'ores et déjà de ce plan national santé-environnement. En clair, c'est d'inclure tous les sujets de santé environnementale au cœur des établissements de santé, et ça passe notamment par des achats, parce qu'on parle décarbonation, mais il n'y a pas que ça dans les achats. Si on prend que ça ne servira à rien. Il y a aussi la dépollution et la déforestation apportée, j'y reviendrai. Et puis, il y a le plan climat et résilience qui a été adopté suite à la Convention citoyenne. Alors là, le plan climat et résilience, il y a des choses très, très prégnantes sur les achats, et notamment l'obligation de l'affichage de l'analyse du cycle de vie des produits et des services à partir de 2025. Donc ça, c'est demain matin. Qu'est-ce qu'on voit dans le code de la commande publique? Parce que souvent, on me dit oui, mais on n'a pas le droit de mettre dans des appels d'offres des clauses qui privilégieraient des produits français ou européens. C'est juste faux. Il y a un article qui dit justement que l'on peut tout à fait privilégier
des produits qui sont localisés dans l'Union européenne. Donc ça, c'est important aussi à savoir parce qu'il y a quelques légendes urbaines sur ces sujets-là. Je vais vous la montrer rapidement, la charte. Il y a 10 points. Je vais la passer rapidement. Si vous la voulez, vous aurez mon support. Donc ça, c'est la charte qui est en ligne. La CAP s'est d'ailleurs engagée. Elle fait partie, Isabelle Amelin, des premières sociétés françaises à s'être engagées dans ces 10 objectifs, où on le voit, assurer une relation financière responsable vis-à-vis des fournisseurs, entretenir une relation respectueuse avec l'ensemble des fournisseurs. Alors ça paraît évident, mais c'est loin d'être le cas, vous le savez aussi bien que moi. Identifier et gérer des situations de dépendance réciproque avec les fournisseurs. Donc, tout ça est décliné, bien sûr, avec des critères très précis. Impliquer les organisations signataires dans leur filière, apprécier l'ensemble des coûts et impacts du cycle de vie. Ça, c'est une clé majeure, je vais y revenir. Intégrer les problématiques de responsabilité environnementale et sociétale dans les critères de choix, notamment. Veiller à la responsabilité territoriale de son organisation. Donc ça, les cliniques privées ont une responsabilité importante au niveau du territoire. Professionnalisme et éthique au sein de la fonction achat, ça je pense que c'est ce qu'on fait de mieux pour l'instant. Une fonction achat qui est chargée de piloter globalement la relation fournisseur, pas uniquement l'acte d'achat, mais aussi, j'ai envie de dire, le retour sur la qualité d'usage, ça c'est ce qu'on fait le moins bien, à mon sens. Et une fonction de médiateur à créer au sein des organisations chargée de fluidifier les relations internes et externes à l'entreprise. Voilà les 10 sujets qu'il y a dans cette charte. Il y a un parcours qui est intéressant, avec une auto-évaluation en ligne qui est gratuite, je vous engage à le faire. Donc, vous avez sur le site du médiateur, le site rfar.fr, un autodiagnostic flash qui vous permet de savoir où vous en êtes, votre politique d'achat, avec ensuite la possibilité de la signature de la charte, l'élaboration d'un plan d'action et la vérification par un organisme tiers indépendant pour éventuellement être labellisé. Donc, ce n'est pas tant le label qui est intéressant, c'est le chemin qui est à suivre, qui est bien fait avec un ministère engagé. En termes d'objectifs, comme je vous l'ai dit, oui, il faut décarboner. Mais j'ai bien lu le rapport du Shift, je les connais bien. Travailler que sur la décarbonation n'a aucun sens, en fait. Il y a 3 sujets. Le premier sujet, c'est de décarboner le secteur de la santé. On nous annonce 40% dans la loi climat et résilience. Mais la loi climat et résilience, elle est déjà obsolète, puisque l'Europe a voté une réduction de 55% d'ici 2030. Ce schéma est très important, comme l'a évoqué tout à l'heure Marie-Claire. Les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la santé sont représentées à hauteur de 10% par l'énergie directe. L'énergie directe, c'est la seule chose que vous vérifiez en fait. L'obligation de bilan d'émissions de gaz à effet de serre dans la santé, c'est une erreur à mon sens, ne touche que les 10%. En clair, si notre secteur ne travaille que sur les 10%, eh bien, il ne va rien se passer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en 2030, le secteur de la santé n'aura pas travaillé à la décarbonation de la société. Donc, les sujets sur lesquels il faut travailler, ça, c'est l'agrégation de tous les bilans carbone que nous avons fait, notre équipe Primum, depuis 10 ans. Eh bien, il y a à peu près 55% générés par les achats. Donc, c'est notre job d'acheteur et le job des centrales d'achat et de référencement comme la CAP. Les IMO, la partie déchets et puis la partie transport qui est colossale, que ce soit le fret des marchandises, le transport des déchets, les déplacements des patients ou le domicile-travail pour les collaborateurs. Donc, en clair, si on veut décarboner notre société, si on veut faire en sorte qu'en 2030, on ne vive pas et on ne fasse pas vivre aux générations qui arrivent un cataclysme sanitaire, environnemental et de biodiversité, eh bien, inéluctablement, il va falloir travailler là-dessus. C'est le plus gros morceau que nous ayons devant nous. Mais il n'y a pas que la décarbonation, il y a aussi le sujet de la santé environnementale. C'est-à-dire qu'en clair, il y a 2 autres thématiques incontournables. C'est de lutter contre la pollution générée par nos achats. Alors là, je peux vous en écrire un bouquin. Des pollutions, il y en a plein, que ce soit sur les pollutions directes ou indirectes, sur la pollution qui est générée par nos achats sur notre propre santé, sur notre propre écosystème ou sur l'environnement. En clair, quand j'achète des médicaments, je peux prendre en considération l'indice de pollution du médicament dans les excrétas. Qui le fait en France? Il y a à peu près 5 établissements, pas plus, alors que 100% des établissements suédois appliquent cet indice-là. On sait que la santé environnementale aujourd'hui, c'est 23% des décès dans le monde, 25% des pathologies chroniques et 15% des décès en Europe. Donc, dépolluer nos achats par le biais d'une meilleure connaissance des compositions, des contenants et des contenus, c'est une clé. Je vais vous montrer tout à l'heure de très nombreuses allégations mensongères qui nous trompent tous les jours. Alors, sur le comment, il me faudrait beaucoup de temps. J'ai essayé d'être très synthétique dans ce que je vais vous raconter sur comment on arrive à mettre en place une politique d'achat de manière structurelle. Premièrement, il faut être capable d'évaluer, de scorer l'engagement RSE de ses fournisseurs et de surtout pas surfer sur les allégations. Elles sont à 90% trompeuses et j'en ai l'habitude puisque c'est mon quotidien. Ensuite, bien évidemment, il faut choisir une centrale d'achat engagée. Là, vous avez la chance aujourd'hui d'en avoir une qui va témoigner. La CAP est engagée depuis 10 ans, notamment grâce à la création d'un indice vert et d'un indice vert certifié à terme, c'est-à-dire avec des contrôles sur site de fournisseurs qui auront été, entre guillemets, tirés au hasard.
Si vous n'avez pas une centrale d'achat engagée, vous avez la certitude de ne pas avoir d'achat avec des critères de choix éco-responsables. Je m'amuse à une petite anecdote. J'étais sur le Salon des maires la semaine dernière, et je suis allé sur le magnifique stand de la plus grosse centrale d'achat française que je ne nommerai pas. Et en regardant les catalogues, ils sont venus me voir en me demandant « Quel cherchez-vous » Je leur ai dit « Je cherche des produits éco-conçus, éco-labellisés pour des établissements de santé. » Là, ils ne comprenaient pas trop ce que je disais. Ils m'ont dit « Vous savez, de quoi vous parlez ?» Je leur ai dit « Empreinte carbone, analyse du cycle de vie, composition, prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. » Et là, le leader de cet établissement me répond « Mais vous savez, monsieur, on gère 3 milliards d'achats par an et on a 1200 salariés. Vous ne pensez quand même pas qu'on a le temps de faire ça ?» Voilà, j'ai tout dit. Quand j'ai dit ça, ça veut dire que voilà où on en est aujourd'hui sur l'exemplarité de l'achat dans les collectivités et dans l'État. Donc, choisir une centrale d'achat engagée, l'auditer, la scorer, vérifier si elle a elle-même des labels, tels que la CAP, on a quasiment 3, eh bien, c'est se donner la garantie d'avoir une politique d'achat structurée. Ensuite, en interne, il faut avoir des critères de choix mesurables. Il faut systématiquement exiger l'analyse du cycle de vie, même si le fournisseur ne vous la donne pas, ça l'obligera à bosser sur ces sujets. L'empreinte carbone, la composition exhaustive du contenant et du contenu et la provenance des matières. Il est important aussi de mesurer la qualité d'usage. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne le fait pas assez. Très bien, je référence ce produit, il est éco-conçu, formidable. Est-ce que mon ASH, mon aide-soignante ou mon infirmière sur le terrain a la capacité à exprimer son sentiment sur la qualité d'usage? C'est rare et c'est un point important. Ensuite, il faut avoir une veille technologique permanente avec la découverte de produits et services moins impactants, moins polluants, mais tout innovants. La maîtrise des labels aussi, il y a plus de 200 labels. Il est important de se former sur ces labels. La suite de l'histoire, c'est de la dynamique de l'éco-conception des soins. On en pratique de plus en plus. Il y a de plus en plus d'établissements qui nous sollicitent là-dessus pour mesurer les impacts générés par un soin, les identifier, les réduire. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, transformer notamment les matières résiduelles des uns en matières premières pour d'autres. Et puis surtout, ne pas hésiter à identifier et dénoncer les allégations trompeuses. Je vais vous en montrer. Il y en a plein et je pense que c'est important que vous ayez quelques flashs sur le sujet. Quels sont les outils disponibles aujourd'hui sur le terrain, sur ces sujets-là, une fois qu'on a mis en place une politique? Il y en a plusieurs. Des labels, des normes, notamment la ISO 14001, 26000, 20400 sur les achats responsables, la charte et le label RFAR que je voulais évoquer, la dynamique THQSE et EcoVadis. On a également des scorings pour les fournisseurs. Utilisez le scoring et vérifiez si votre centrale d'achat a un scoring. La CAP, par exemple, a un indice vert qui a maintenant 10 ans d'expérience avec un scoring de 500 fournisseurs. Vous avez aussi EcoVadis et vous avez aussi celui que nous avons créé, nous, le Scoring4, ce qui permet à chaque établissement de faire son propre scoring, ce qui mesure aussi la qualité d'usage. Voilà un exemple de ce scoring-là. Là, vous avez un fabricant de masques à usage unique français. Eh bien, on a, pardon, ça va trop vite, on a sur un tel scoring la notation d'un établissement et d'un produit. Il existe aussi une plateforme qu'on a mis en ligne, le Lab RSE, qui permet de montrer des produits innovants, moins polluants. Tous les mois, on met des produits en ligne. On met des vidéos en ligne. C'est accessible aujourd'hui pour des établissements de santé, c'est accessible pour des centrales d'achat et pour des groupements hospitaliers de territoire où on met en lumière des produits innovants, responsables, moins polluants. Mais on met en lumière aussi des produits qui sont à éviter parce que polluants, remplis de perturbateurs endocriniens ou avec des mentions d'allégations trompeuses. Donc vous le voyez, sur ce sujet-là, il y a une volonté stratégique et politique à mettre en amont, des critères de choix, des choix éclairés de centrales d'achat, et ensuite véritablement se former à la lecture des étiquettes. Je m'amuse un peu en conclusion pour vous montrer quelques allégations trompeuses. Là, vous voyez, ça, c'est magique. Hein, vous avez un produit, il y a tous les mots verts. Hein, vous avez respect, efficacité, responsable, naturel, biodégradable, 0% parabènes, formaldéhyde, menthe, fabrication française, c'est la totale. Mais ce produit-là est totalement illégal. Hein, on a saisi la DGCCRF puisqu'il n'y a pas la composition. Comme vous le voyez là, elle n'y est pas. C'est absolument interdit. Donc, ces produits-là, en clair, il suffit de ne pas les référencer, il suffit de ne pas les acheter. C'est à ce moment-là que je place la célèbre phrase de Coluche, il y a 40 ans, qui nous disait « Quand on pense qu'il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça ne se vende plus, la politique d'achat, c'est ça en fait. » Souvent, on me dit « Mais pourquoi on autorise des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules ?» Je vous dis « Pourquoi on vend des clopes aussi ou du CBD ?» C'est la même chose. On a le droit de vendre des produits, simplement aussi, on a le droit, nous, de ne pas les acheter. Après la lecture des étiquettes, il faut aller très loin dans le détail. Je m'amuse à vous montrer ça. Vous voyez, une poudre de lait. Dans cette poudre de lait, si vous voyez la composition, c'est du gras et du sucre. Sirop de glucose, huile de palme et de la poudre de lait écrémé, mais il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de lait. Il n'y en a pas. C'est juste du gras et du sucre
et de l'huile de palme, c'est-à-dire que ça concourt à la déforestation importée. Là aussi, celui-là, il est magnifique, hein, des poires qui ont poussé en Argentine et qui ont été packagées en Thaïlande. On a ça dans nos grandes surfaces en France, 200 000 kilomètres. Et puis des allégations avec des mots comme incroyable, magique, révolutionnaire. Ça, ce sont des peintures avec des soi-disant des fonctions magiques qui assainiraient l'air intérieur. C'est juste faux. Ça contient des nanoparticules de dioxyde de titane qui sont toxiques. Dans nos salles de bain, dans les établissements de santé, on repère beaucoup de produits d'entretien, d'hygiène corporelle. En voilà un qui dit voilà, c'est bio, c'est garanti, il n'y a pas de triclosan, il n'y a pas de tout ça. OK, eh bien, si vous lisez l'étiquette, vous allez être étonné, vous allez trouver du triclosan et du dioxyde de titane interdit dans l'alimentation car cancérigène. Donc là, on est carrément sur de l'allégation mensongère. Ce n'est pas trompeur, c'est mensonger. Ça aussi, on l'a trouvé dans des EHPAD, hein, un produit d'un fournisseur bien connu avec des logos, des labels, on vous dit sans parabènes. C'est marqué ici, voilà, vous avez l'allégation sans parabènes. Eh bien, si vous lisez la fiche technique, vous allez découvrir qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Vous avez de l'éther de glycol, méthyle, éthyle et propylparabène. Donc, vous voyez que la lecture des étiquettes, référencer un produit, c'est une responsabilité importante quand on est un GHT ou une centrale d'achat, parce que référencer un produit qui est acheté après par des centaines ou des milliers d'établissements, ça a un impact. Demandez aussi des analyses. Là, je me suis amusé à financer des analyses de lait infantile en nourrette. Voilà, on a pris 10 nourrette dans 10 établissements. Et là, on a le rapport. Tout ça a été publié, l'État l'a reçu, le ministère, les lobbies du lait. Et bien là, vous avez 3 perturbateurs endocriniens qui sont avérés, DEHP et benzène, que l'on donne tous les jours à nos nouveau-nés en maternité. Absence de composition de certains produits. Là, vous avez les couches. Aucune composition sur le produit. Il n'y a rien. Vous ne savez pas en quoi elle est construite, quelle est la quantité, à part vous dire qu'il y a du pétrole, de l'alcool et de la paraffine. Vous n'avez pas la composition. Donc, n'achetez pas un produit qui n'a pas la composition. N'achetez pas un produit avec des allégations de ce type, où là, on vous dit que vous avez une couche auto-assainissante. L'argument de vente de ce fournisseur, c'est de dire que vous en changerez moins souvent. Au lieu d'en mettre 4 par jour, vous en mettez 3 par jour, parce qu'il n'y aura plus d'odeur. Sachez qu'il y a des gens qui achètent sur ces allégations-là. Pareil sur les lingettes trouvées en maternité. Là, vous n'avez pas la composition, vous n'avez que des sangs, sachant que l'allégation sang est interdite sur les produits d'hygiène et les cosmétiques. Je passe sur ce genre d'achat qu'on a trouvé aussi dans les cafétérias de restaurants avec des olives noires qui sont soi-disant qui aident le fonctionnement immunitaire dans ces périodes de Covid avec du cuivre et du fer, tout simplement parce qu'ils rajoutent du gluconate ferreux qui est un colorant. Ces olives sont cueillies vertes et colorées avec un produit qui est toxique et on les achète. Je terminerai avec ces médicaments-là, carrément, parce que ça, c'est vendu chez des dermatos, où on vous dit que c'est testé perturbateur endocrinien. Vous en avez dans tous les cabinets de dermatologie, c'est juste faux, il n'y a rien de testé. Quand vous regardez la composition d'un produit, vous avez 25 composants, dont 10 suspectés de toxicité, mais ça ne les empêche pas de mettre qu'ils sont testés perturbateurs endocriniens. Je passe sur les emballages, vous vivez ça dans vos pharmacies tous les jours, mais ça, c'est très important en termes de décarbonation. Hein. Ça veut dire qu'on a des camions vides, ou pleins de vides, tous les jours sur nos routes. Dans les emballages, petit clin d'œil, hein, on est capable de vendre ce genre de produits. Mais attention au niveau des emballages sur la politique d'achat, sur les solutions hydroalcooliques. L'emballage d'une solution hydroalcoolique est un déchet dangereux qui doit être éliminé dans une filière à part. Donc, quel est le critère de choix d'une solution hydroalcoolique? Aujourd'hui, tout le monde les jette aux ordures ménagères jusqu'au jour où il y aura un incendie. Et c'est un délit pénal. Le critère de choix, c'est aussi de prendre en considération le poids de l'emballage. C'est ce que font certains fournisseurs, l'éco-conception des emballages, et c'est ce que fait la CAP dans son indice vert de systématiquement demander le ratio emballage par produit vendu. Je passe sur ces allégations bidons qui vous expliquent que là, des fournitures de bureaux de la marque Cleansif, Safe, contiennent des produits désinfectants ou des produits pour enfants trouvés en maternité ou en crèche, qui vous disent que ce sont des produits utilisables dès 3 ans, mais qui contiennent 3 produits suspectés de toxicité sur les nouveau-nés. Voilà, je ne les fais pas de course. J'ai essayé de vous montrer le pourquoi, le comment, la réglementation, les outils et surtout, de lutter contre collectivement ces allégations trompeuses, parce que le monde de la santé a un devoir d'exemplarité. Lorsqu'on donne un produit dans une maternité, lorsqu'on donne un produit dans un établissement de santé ou chez le docteur ou à la pharmacie, eh bien, le citoyen, la population a la sensation que ce produit est sain, bon pour la santé. Eh bien, ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, on a vraiment un devoir important sur notre politique d'achat dans les mois qui viennent. Merci de votre écoute. Merci Olivier. Il n'y a pas eu de réaction dans le chat au cours de votre intervention, mais en tout cas, on vous propose
si vous le souhaitez, de profiter de ce webinaire et de la présence d'Olivier Thomas pour lui poser les questions autour effectivement, des achats responsables et puis autour de ce qu'il vient de vous présenter. Je retiens quand même, Olivier, que finalement, il y a quand même un gros enjeu en termes de compétences et finalement de l'importance de se former à ces sujets parce que, comme vous l'indiquiez, finalement, lire ces étiquettes nécessite quand même une compétence certaine. Alors, effectivement, on peut s'appuyer sur des compétences soit internes ou soit externes, mais en tout cas, ça commence par là aussi. Se sensibiliser et savoir décrypter quelque part les notices des produits. D'où l'importance d'avoir une centrale d'achat de référencement. Je veux dire, aujourd'hui, il y a à peu près 40 centrales d'achat dans le pays. On ne sait pas qu'il y en a autant, mais elles ne sont pas toutes au même niveau d'engagement sur ces sujets-là. Donc, si on fait confiance à une centrale d'achat, il faut être sûr que les produits référencés ou promus ou dont ils font la promotion étaient étudiés au regard de ces critères. Donc, ce sont les acheteurs de sociétés comme la CAP qui se forment et qui montent en compétence chaque année sur ces sujets-là, qui sont à la disposition des établissements de santé sur le terrain, qui ne peuvent pas se former à tout, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ben voilà, il y avait une question. Comment se former à la lecture des étiquettes et pourquoi ne pas classer les labels non sérieux? C'est très difficile de répondre à cette question. Apprendre à lire les étiquettes, oui, il y a des formations. On en fait, d'autres en font. C'est une formation continue qu'il faut faire, très clairement. Il y a quelques clés à la lecture d'une étiquette. Un produit cosmétique, par exemple, même si vous ne pouvez pas retenir les 500 produits suspectés de toxicité, mais un produit cosmétique doit avoir moins de 6 composants. Et ça, déjà, c'est une clé pour avoir un produit qui soit sain. Ensuite, sur le classement des labels, c'est impossible. Vous avez plus de 200 labels sur ces sujets-là en France. Il n'y a que 2 labels d'État, l'écolabel européen notamment, mais vous ne pouvez pas classer les autres ou les barrer. Pourquoi nous, on a créé un label qui va être en capacité d'aller contrôler s'il est bon ou pas bon? Non, je crois qu'il faut vraiment faire un travail de fond pour, se donner le temps de choisir les bons labels, de les connaître. Prenez l'exemple du label AB que vous connaissez tous, le label non pas bio, bio ça n'existe pas. L'appellation bio est une allégation mensongère. Le seul label qui existe, c'est agriculture biologique, certifié AB. Mais le certifié AB ne prend pas en considération la nature du contenant. Donc, si vous faites l'effort d'acheter du lait certifié AB dans un contenant bisphénol A, ce que vous avez fait ne sert à rien. Mais une fois que vous le savez, c'est fini, c'est réglé. Le point est réglé. Les acheteurs de la CAP sont formés sur ces points-là, par exemple. Il suffit de le savoir une bonne fois pour toutes. Donc, moi, je vous engage vraiment à mettre en place des e-learning ou des webinaires sur le sujet de manière récurrente dans l'année pour faire en sorte que cette lecture d'étiquette devienne ludique, sympathique et un réflexe naturel. Et attention aux applis. J'ai vu récemment en faisant des audits dans les pharmacies françaises, on accompagne plus d'une centaine de pharmacies sur la dynamique THQSE, eh bien, à la question « Est-ce que vous avez formé vos collaborateurs à la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens des femmes enceintes ?» Réponse de toutes les pharmacies, 100%. Oui, on a téléchargé Yuka. Mais c'est grave. Que Marie-Claire ou Olivier aillent faire ses courses avec Yuka, c'est bien, c'est un premier pas, mais qu'un pharmacien français vous délivre un médicament en tenant compte du classement de Yuka, ça n'a aucun sens. Donc, un pharmacien, comme un pharmacien d'hôpital ou un cadre de soins ou un acheteur, doit en effet avoir une formation continue sur de la lecture d'étiquette. Il y a quelques clés. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations ou retours d'expérience, hein, évidemment? Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on aura une séquence aussi en fin de webinaire pour vraiment avoir un espace pour poser vos questions et partager vos pratiques. Je vous propose du coup de laisser la parole à Nicolas Basso. Donc, merci beaucoup Nicolas Basso. Donc, vous êtes PDG de la clinique psychiatrique de Montberon près de Toulouse. Vous avez engagé une politique d'achat responsable au sein de votre établissement et vous avez participé à l'opération Santé Témoin portée par l'ADEME il y a quelques temps maintenant. Et cette opération a permis en fait à 17 établissements d'analyser leurs pratiques à travers la réalisation d'audits et de mettre en place des actions sur les thèmes de la réduction et de la valorisation des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis aussi évidemment sur les achats responsables pour améliorer les pratiques, réduire les impacts environnementaux.
et réaliser des économies financières. Alors, Nicolas, est-ce que finalement cette opération santé témoin a été portée par l'ADEME a été un élément déclencheur, un élément structurant, ou est-ce que vous aviez déjà travaillé sur les achats responsables? Alors, bonjour à tous, je vous remercie de cette invitation. Effectivement, il a été, comment dire, ce programme d'accompagnement par l'agence Primum Non Nocere, qui a été donc supervisé par l'ADEME, nous a permis de nous structurer. Effectivement, il y a à peu près une vingtaine d'années, à la clinique de Montberon, on faisait des achats qui étaient, moi je dirais qu'ils étaient cohérents en fait. On prenait les légumes pas trop loin de l'établissement, on faisait travailler le boulanger du coin et on commandait nos meubles dans le Tarn, une société spécialisée. Bon, c'était assez proche, assez proche. Pour nous, on a toujours eu cette idée de maîtriser à la fois dès l'achat, le transport, l'emballage, mais aussi le recyclage depuis très longtemps. Et c'est par cette démarche-là, en fait, qu'on en est venu aux achats éco-responsables. Effectivement, en 2017 et en 2018, on a restructuré notre réflexion qui a été en fait pour nous un redépart, si je peux dire. Aujourd'hui, on en voit les bénéfices. Beaucoup pensent qu'effectivement, faire des achats éco-responsables, ça coûte cher, il y a un impact financier sans retour. Au final, je m'aperçois, moi, après de nombreuses années, je vous dis à peu près une quinzaine d'années, que le retour il y est, et on fait directement le lien avec le RSE auprès des équipes. Elles participent à la décision, bien sûr, d'achat des matériels, qu'ils soient lourds ou légers. Mais, comment dire, il y a une satisfaction parce qu'on peut travailler sur du local, on peut travailler en bonne intelligence et les utilisateurs ont des matériaux de qualité. On va parler que ce soit simplement des peintures, du mobilier, on va parler aussi de la restauration, on peut parler aussi des achats informatiques qui sont compliqués à recycler. Mais nous, on est vraiment adeptes et on n'y voit que des bienfaits. Je vais vous prendre pour le fait 2 exemples. À la clinique, nous servons actuellement à peu près combien on va dire, 380, 400 repas jour au service restauration. On a une équipe autogérée. Depuis à peu près une dizaine d'années, on essaie comment dire, on essaie de recruter ou de trouver des fournisseurs qui sont proches d'établissements. Et c'est toujours une joie de pouvoir, par exemple, servir des produits de qualité. Alors, au début, on a commencé, par exemple, il y a 4 ans, avec un jardinier bio très connu toulousain, qui nous fournit des fruits et des légumes de saison qui sont non calibrés. Alors au début, c'était vrai qu'au niveau du travail, c'était compliqué parce que, on va dire une poire, par exemple, non calibrée, si on veut la travailler un petit peu, bah, c'est pas évident. Hein, c'est moins standard, on perd un petit peu de temps, ça c'est vrai. Mais au final, on s'y retrouve parce qu'il n'y a pas de gaspillage. Que ce soit la poire ou un autre fruit ou un autre légume, même s'il est non calibré, ça nous a permis d'éliminer le gaspillage. Donc, en fait, on a commencé à retravailler tous nos achats en restauration et en particulier sur la viande. On s'approvisionnait bien sûr auprès de notre centrale d'achat et aujourd'hui, on sert 3 repas, 3 journées bio à la clinique par semaine. Donc, et avec une viande, par exemple, qui est elle vient d'un producteur qui est à une dizaine de kilomètres de la clinique, qui s'est lancé dans l'activité et je suis allé le démarcher parce que je trouvais qu'il fallait le soutenir déjà. Hein, il se lançait, c'était compliqué pour lui. Et en même temps, on a retravaillé nos grammages. Et en retravaillant les grammages, on a pu faire donc des steaks de qualité. Et pareil, il n'y a pas de gaspillage parce que la viande est sans graisse, d'où le lien avec la diététique et d'autres choses. Donc pour nous, c'est comment dire, c'est performant, c'est rentable sur du long terme, et puis en même temps, c'est un acte d'engagement. Voilà.
je dirais. La deuxième chose, pendant la période Covid, sur un autre exemple, on a eu besoin de renouveler une quinzaine de lits à la clinique et ça a été très compliqué d'en commander. Très, très compliqué, si bien que les délais étaient assez longs. Donc, on a décidé avec le service d'entretien, donc ils sont deux au service d'entretien, de rénover les lits qui étaient assez usés, repeints, enfin, ils ont réadapté les lits et on a pu tenir le temps de la livraison, qui a été de plusieurs mois. Donc, en fait, ce que je dirais, c'est qu'on essaie de revaloriser nos biens, que ce soit les lits, que ce soit le mobilier, un maximum. En même temps, on met le parallèle avec des achats qui sont raisonnables et raisonnés, mais aussi responsables, parce qu'on pense toujours, quand on achète, à la destruction ou alors au tri sélectif ou au recyclage, voilà, des biens qui sont achetés. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que nous, on est fiers de cette démarche parce que, comme le disait Olivier, c'est un engagement pour l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu rêveur aussi. Ça, je tiens à le dire. Il y a le contexte légal aussi, mais il faut rêver un avenir meilleur et qu'on est des acheteurs, on est des gros acheteurs, on a de gros volumes et que tout mis bout à bout, on peut faire beaucoup, mais ensemble, pas de façon isolée. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire en santé. Il y a beaucoup de possibilités, mais je pense qu'il faut prendre conscience que nos patients, les familles des patients, nos professionnels, ils ont besoin qu'on soit vraiment plus propre. Je vais faire un lien qui est simple. Je suis très attaché au monde agricole. Et depuis de nombreuses années, je me documente, je participe à des salons sur le développement durable en agroécologie et autres. Et en fait, ça m'a permis de voir ce parallèle. Ce virage qui est en train de prendre depuis à peu près une dizaine d'années le monde agricole, à une vitesse fulgurante, ça pourrait être ce que nous, on pourrait faire sur les 10 prochaines années. Je peux vous encourager tous à aller sur sur des salons, sur des forums, sur ce qui se fait en agroécologie. Et là, vous verrez que le zéro phyto, ça fait bien longtemps que ça a été initié. Vous verrez qu'au niveau de la démarche de la qualité alimentaire, de la recherche de bons produits, sur des élevages qui sont certifiés et avec les bons labels, ça marche depuis de nombreuses années. Et je pense qu'il vaut mieux avoir moins, mais de qualité. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux Merci vous donner. Nicolas. Quand on a échangé en amont pour préparer ce webinaire, vous m'avez dit qu'engager une politique d'achat responsable, ça coûte au début, mais qu'on s'y retrouvait. Alors justement, quels bénéfices vous avez pu constater? Alors aujourd'hui, on va dire qu'on achète effectivement des produits qui sont de qualité, donc qui durent plus. Alors on va parler par exemple des produits, des mobiliers. Sur les mobiliers, on a privilégié par exemple les produits français, tout ce qui est environnement du patient. Donc on s'y retrouve parce qu'il y a une qualité, bon bien sûr il y a un prix, mais qui est en rapport de cette qualité. Donc un lit va avoir une durée de vie ou une chaise beaucoup plus importante parce que le bois va venir, je vous dis des petites anecdotes d'un acheteur très terrain. Le bois, le Douglas va peut-être venir des Vosges ou du Jura ou d'un pays européen certifié dans de bonnes conditions. Bon, et donc les matériaux auront une durée de vie plus importante. Aujourd'hui, on s'y retrouve, je vais prendre l'exemple du papier recyclé. Aujourd'hui, on a basculé depuis de nombreuses années sur tous les papiers au sein de la clinique, que ce soit essuyage, que papier d'impression, sur du papier recyclé. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que le retour, il y est parce qu'on a baissé nos consommations de papier. Bon, effectivement, on couple ça avec une politique de numérisation de tous nos documents, mais quand bien même, par rapport au papier recyclé d'essuyage, on a baissé nos coûts. C'est de même pour les produits d'entretien. Aujourd'hui, sur les produits d'entretien, on a des fournisseurs qui viennent des Landes, qui produisent un produit désinfectant à base de résine de pin.
Et ce produit, franchement, nous a permis de baisser aussi nos consommations. Il est très concentré de produits d'entretien. Donc, on a un retour au bout de plusieurs années, mais on l'a mis en parallèle avec de nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'on a retravaillé aussi les formations des professionnels et de tous les professionnels sur l'usage de ces nouveaux produits, si on peut dire. Est-ce que vous avez, ou vous êtes encore confronté à certaines difficultés pour voilà, aller plus loin dans la mise en place de cette politique d'achat responsable? Parce que c'est intéressant aussi de pouvoir identifier les difficultés pour essayer de les lever. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand on a lancé le papier recyclé d'essuyage, les utilisateurs disaient que c'était des produits qui étaient de très mauvaise qualité, qu'ils n'avaient pas un spectre, ils essuyaient pas bien. Enfin, bon, au début, ça a été compliqué, oui. Ça a été compliqué. Les produits, entre guillemets, qui sont soit revalorisés et nous en achetons, n'ont pas une bonne image. Voilà. On va parler des cartouches d'impression, on peut parler d'autres produits. Aujourd'hui, c'est vrai que les mentalités sont dures à changer. Nous, c'est vrai qu'on s'est heurté à quelques écueils, quelques pratiques, mais bon, depuis 15 ans maintenant, on a mûri. Aujourd'hui, on pense plutôt à des achats qui seront vraiment à 100% orientés sur le futur, sur le recyclage, sur des choses qui nous concernent tous. Merci Nicolas. On le voit à travers votre retour d'expérience finalement, mais l'enjeu finalement, enfin, que cette politique finalement s'intègre dans votre projet d'établissement et également dans les valeurs que vous portiez bien avant de finalement appeler cela une politique d'achat responsable. Et c'est quelque chose finalement que vous faisiez, on va dire, naturellement avec le consommer local, etc. Ce qui est intéressant dans votre témoignage aussi, c'est l'approche, effectivement, analyse du cycle de vie des produits. Je pense que quand on parle d'achat responsable, c'est important d'avoir voilà, cela en tête. Et puis, d'échanger aussi les bonnes pratiques ou avec les producteurs locaux, parce que finalement, les achats responsables, ça se fait aussi avec les différentes parties prenantes. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions où on est dans une séquence retour d'expérience, donc peut-être c'est intéressant aussi d'avoir vos retours sur vous, dans vos établissements, ce que vous mettez en place, au-delà des exemples et des actions portées par Nicolas Basso, mais ou des difficultés rencontrées ou des leviers que vous activez pour voilà, aller toujours plus loin dans cette politique d'achat responsable. Est-ce que quelqu'un ose se lancer? Je ne vois pas de main levée, mais sinon, vous pouvez ouvrir votre micro et puis parler spontanément. Je vous ai mis également dans le chat quelques outils produits par l'ADEME. On a parlé tout à l'heure, Nicolas a parlé de l'opération Santé Témoin auquel il a participé. Et donc, ça a donné lieu à une publication de l'ADEME. Ça vous donnera aussi des idées. Et puis, une boîte à outils également réalisée par l'ADEME, alors pas spécifiquement pour le secteur de la santé, mais en tout cas sur les achats responsables avec de nombreux outils intéressants pour engager et amplifier votre politique d'achat responsable. Y a-t-il des retours d'expérience? Oui, Monsieur Benamou, allez-y. Bonjour à tous. Non, simplement pour corroborer et témoigner comme Monsieur Basso sur effectivement la mise en place de ce genre de démarche qui remonte effectivement à plusieurs années à Sarcelles. Signifier que le défrichage a eu lieu et qu'aujourd'hui,
on n'est plus dans la situation que nous rencontrions il y a 10 ans où vraiment c'était très difficile de trouver les bons produits, les bonnes filières avec des prix raisonnables. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le résumé rapide d'Olivier vient le démontrer. On a aujourd'hui vraiment des recettes, des guides, des sites qui nous aident en cela, des fournisseurs qui ne sont pas obligatoirement des nus quand on leur parle de ce genre de choses. Et le bénéfice, il est réel. Et vraiment, moi, je ne regrette pas cet engagement qui date maintenant de plus de 10 ans. Et on en voit les retombées parce qu'il y a des choses, par exemple, quand vous prenez les matériaux de construction ou le mobilier dont parlait M. Basso, c'est clair, ça finit par avoir une action sur pas mal de choses, éventuellement les émanations de COV, pas mal de critères qui sont mis en place. Et c'est vrai que c'est quelque chose de longue haleine, mais aujourd'hui, il ne faut pas hésiter parce qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on a été il y a cela 10 ans. Donc voilà, simplement pour apporter mon soutien à cette démarche et mon témoignage positif. Merci, Monsieur Benamou. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de bonnes pratiques? J'ai oublié juste une petite chose. Oui, allez-y, Nicolas. J'ai oublié, dans l'aspect financier, j'ai oublié une chose, l'impact qu'on peut avoir sur les énergies. Nous, aujourd'hui, nous avons la moitié de notre facture d'EDF qui est payée par la production d'électricité de nos panneaux solaires et de la revente de cette électricité. De même, on a toute notre eau sanitaire, c'est-à-dire 3 ou 4 000 litres par jour qui est produit par notre production de photovoltaïque. L'impact, il peut être très important. Très, très important. Nous, ça fait 10 ans et ça nous fait gagner vraiment de l'argent. Prochaine idée pour la clinique, c'est de équiper un service, un toit plat là, au niveau des services entretien en photovoltaïque pour alimenter 2 bornes pour des véhicules électriques. Voilà, de rechargement. Ça, c'est le projet. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'une idée en appelle une autre. Et comme vous le disiez, monsieur, c'est vrai qu'il est très, très important de s'impliquer et de rentrer dans ces programmes d'énergie renouvelable aussi pour nos établissements, parce qu'on a tous des toitures et on peut les adapter ou du moins les rendre plus rentables que ce qu'elles sont. Voilà. Effectivement, Olivier Thomas l'a dit en préambule, qui était son introduction et sa conclusion, mais en fait, engager une démarche RSE, c'est rentable. Et travailler les achats responsables, c'est rentable. Et c'est effectivement, ça peut... ce qui est important aussi de voir, c'est les bénéfices, on va dire aussi extra-financiers, c'est-à-dire les bénéfices sociaux, sociétaux. On voit les tensions RH auxquelles vous êtes confrontés très fortement. C'est vrai que quelque part, communiquer sur le fait que dans un établissement, on n'utilise pas ou on limite au maximum les produits toxiques, eh bien, ça veut dire qu'on est un employeur également qui considère aussi la santé des salariés et des patients. Alors, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, on en a bien conscience, mais voilà, Olivier parlait de chemin dans le cadre de la charte. C'est tout à fait ça, c'est le chemin, le parcours. Et dans une stratégie soit de petits pas rapides ou de grandes enjambées en fonction de chacun, mais l'intérêt, c'est vraiment d'être en mouvement sur ces sujets et vraiment en termes d'attractivité des patients et des personnels, je pense que ça peut être un levier assez puissant sur ces sujets. Oui, Olivier. Juste, j'adhère à 100% à tout ce qui a été dit et je crois qu'on a une chance, c'est-à-dire que la profession a compris les enjeux. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, en 2021, au-devant de cette décennie, la profession a compris. La fédération de l'hospitalisation a compris, les établissements sur le terrain et la centrale d'achat aussi. Je crois que la clé, elle est dans la mutualisation des bonnes pratiques. Le témoignage de Nicolas, on le voit, le témoignage de Charles-Antoine Benamou aussi. La mutualisation des bonnes pratiques, c'est une clé. Je vous donne juste une trouvaille d'hier qui est incroyable.
on nous a demandé d'analyser une trousse de toilettes distribuée dans les services de réa avec des nouveau-nés. Dans cette trousse de toilettes, on donne des échantillons type mallette rose. Mais là, avec des échantillons de produits lessiviels de la marque Le Chat. Quand vous analysez la composition du produit, sachant que quand vous le donnez là à des mamans en réa, elles vont l'acheter derrière. C'est sûr, en plus, il y a un bon cadeau. Quand vous regardez la composition du produit, il y a un composant qui est toxique pour la reproduction humaine. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Et une fois qu'on le sait, qu'on l'a repéré, ben là, demain, vous touchez 300 maternités, 300 services de réa. À partir du moment qu'il y en a un qui a trouvé ça, l'idée, c'est de mutualiser. C'est pour ça qu'en soi, ce n'est pas si compliqué si tout le monde se partage le boulot et si tout le monde est dans cette dynamique. Merci Olivier pour ce témoignage qui est à plus d'un titre frappant. C'est vraiment l'enjeu aussi de ces webinaires, de partager les bonnes pratiques, de créer quelque part une communauté. Et c'est vraiment ce à quoi s'attache la FHP et va s'attacher la FHP dans le cadre de la déclinaison opérationnelle de son plan stratégique et plus particulièrement dans la déclinaison de l'axe stratégique dédié à la RSE. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de donner la parole à Isabelle Hamelin, qui est responsable développement, communication et RSE chez CAP. Merci Isabelle d'avoir accepté de nous parler du rôle des centrales d'achat, même si Olivier a parlé évidemment, on a parlé un petit peu, mais en tout cas du rôle des centrales d'achat dans la promotion des achats responsables, et puis nous apporter ton retour d'expérience finalement aussi sur la prise en compte progressive de critères RSE par les fournisseurs. On l'a vu, là on vient d'en échanger, on ne peut pas mener une politique d'achat responsable seul, ça implique d'engager un dialogue avec les fournisseurs, une démarche collaborative avec les fournisseurs, et puis d'acculturer, on a parlé de formation, M. Benamou a parlé de formation aussi, de former les acheteurs des établissements, et puis les prescripteurs aussi, évidemment. Donc, il y a des outils qui existent pour accompagner et aider les établissements dans leur démarche. Il y a la réalisation d'audits, bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, mais CAP aussi a développé un indice vert pour évaluer les fournisseurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci Marie-Claire. Oui, je vais vous en dire un peu plus. J'ai une présentation qui va pouvoir vous éclairer. Tout d'abord, merci. Merci à la FHP d'avoir organisé ce webinaire sur les achats responsables. Il est vrai que c'est une démarche engagée par CAP depuis plus de 10 ans, comme l'a rappelé Olivier. D'ailleurs, engagée grâce aussi à l'impulsion d'Olivier, qui nous entraîne toujours à nous dépasser et à avoir de nouvelles idées. Et d'autant plus depuis le 1er octobre, où en effet, nous avons un nouveau président-directeur général qui est Christophe Sadouane, et donc, on va dire, la stratégie qui est sur 3 piliers essentiels. Le premier, évidemment, c'est tout ce qui est performance et croissance des établissements de santé, bien évidemment, mais aussi la partie SI, le système d'information. Et le 3e pilier, mais un des plus importants, c'est en effet la partie responsabilité, donc RSE, et la partie achat responsable. On va bien évidemment en rediscuter. Aujourd'hui, la question, elle est plus… donc, quand on dit achat responsable, est-ce qu'on n'est pas dans la culpabilité déjà, rien que ces 2 mots attachés, parce qu'on se dit… qu'est-ce qu'on fait depuis des années en fait, c'est-à-dire que comment achète-t-on depuis des années, est-ce qu'en effet j'ai acheté responsable, j'ai acheté pas responsable, Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, ça fait des années qu'il est engagé dans cet enjeu, on va dire, d'achat responsable, donc sans culpabiliser, mais tout en montrant effectivement aux acheteurs qu'il y a des risques à ne pas acheter responsable. C'est surtout ça, c'est quels sont les risques à ne pas le faire. Moi, je vais plutôt parler d'achat durable, bien évidemment, éco-conçu, pour l'ensemble de la profession. On a fait notre raison d'être, on a inscrit notre raison d'être qui est éclairer les établissements de santé dans leur démarche responsable pour la santé d'aujourd'hui et de demain. Ça veut dire pour les générations, effectivement, d'aujourd'hui et les générations futures. Je dirais davantage,
raison d'être, d'accord, mais quelles sont les raisons de faire? Et aujourd'hui, nous sommes animés, CAP, par toutes les raisons de faire pour, en effet, aider les établissements de santé à être dans cette dynamique. Alors, je vais juste fermer ça. Donc déjà, CAP en mouvement, ça veut dire que CAP s'est inscrit dans une démarche globale depuis des années, avec une stratégie suivre, optimiser et mesurer. Parce que le tout n'est pas effectivement de mettre en place, mais le tout est de mesurer les écarts, donc avec, je dirais, fenêtre de tir du départ et fenêtre de tir d'arrivée. Donc, achat responsable, notre action, elle s'inspire, oui, des fournisseurs, ça c'est sûr, hein, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, mais elle s'inspire surtout des établissements qui sont soumis, et Christine l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de pression actuellement, et en plus, cette pression des enjeux majeurs, avec un millefeuille de lois, de référentiels, de normes, de labels, de certifications dans lesquelles on a du mal vraiment à s'y retrouver. Donc, prenons, on va dire, la certification HS aussi, hein, qui embarque tous les établissements de santé et qui, effectivement, sur 31 nouveaux critères depuis la V 2020, nous donne en effet un axe et des axes de développement durable et de RSE. Le tout, effectivement, c'est, nous, on s'occupe du référencement, on s'occupe du diagnostic, et c'est vrai qu'on est dans une démarche volontaire, un cadre réglementaire et une nécessité. La plupart du temps, j'ai vu le parterre en 88, tous les directeurs d'établissements qui sont présents à cette réunion. Donc, on voit bien l'intérêt que vous portez à ces enjeux. Et l'intérêt que vous portez à ces enjeux sont portés, répétition, mais par vous. C'est-à-dire que la plupart du temps, et par les acheteurs, parce que la plupart du temps, c'est vous, à la gouvernance, à la direction d'établissement, qui faites le pas et qui embarquez avec vous les collaborateurs, les acheteurs, mais vous donnez le là à chaque fois. Donc, c'est une démarche volontaire de la part de l'établissement. Ça ne peut pas s'improviser. Ça doit effectivement être dans l'axe stratégique de votre établissement de santé et ça doit faire partie de votre ADN. On a beaucoup de lois, la loi Elan, tout à l'heure Olivier a parlé de toutes ces lois qui régissent la RSE, mais aussi les achats responsables. Egalim, j'imagine que vous êtes tous en ordre de marche pour le 1er janvier 2022. L'AGEC, donc l'anti-gaspillage, ça aussi. Une autoroute pour faire passer aussi des nouveaux mouvements dans vos établissements de santé avec la loi anti-gaspillage, économie circulaire, la transition écologique et la certification. Mais c'est vrai qu'il faut porter, on va dire, une attention particulière à la prévention. On n'est plus dans le temps du curatif. Voilà, le temps presse et on va voir effectivement quelques éléments. Donc, tout à l'heure, Olivier a montré. Alors, Christine a dit 60, donc moi j'avais 2013-67, donc ça veut dire qu'on a gagné 7 points, donc ça c'est plutôt positif. 2013, on était 67, et le rapport dont Christine parlait tout à l'heure le jeudi dernier, on était à 60. Donc, vous avez effectivement l'énergie, Nicolas en a parlé, les emprunts et la partie immobilier. Donc, vous voyez tous les éléments, les produits chimiques, carburant, le fioul, l'électricité, tout ce qui effectivement est d'émissions à effet de serre et ses premiers postes dans les établissements de santé. Alors déjà, la vision d'une centrale d'achat, et Olivier l'a rappelé tout à l'heure, elle est portée par des hommes. Donc, CAP, c'est 70 collaborateurs, acheteurs, experts. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on les recrute aussi pour que vous ayez la connaissance de l'interne CAP. 20 marchés couverts en santé. Donc, je ne donnerai pas tous les marchés, mais vous les connaissez, ça couvre 98% de vos achats. 650 partenaires et prestataires, donc c'est vrai qu'il faut les évaluer, il faut mesurer. Ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas tous à maturité sur la démarche RSE. Donc, on s'y engage. Avec Olivier, on forme aussi les fournisseurs, je vous expliquerai. Et surtout, le catalogue 232 000 références. Donc, vous pouvez imaginer que sur les 232 000, il y a des références qu'il faut que l'on regarde de très près.
des dates majeures pour nous parce que notre démarche, elle est aussi assise sur l'exemplarité. Je ne peux pas aujourd'hui, les experts CAP ne peuvent pas demander aux établissements de santé et les aider ou les conseiller si bien évidemment nous-mêmes, nous ne sommes pas mis en ordre de marche pour avoir des certifications. Donc, les certifications, on a effectivement débuté par l'AFNOR avec l'achat responsable, donc niveau confirmé aujourd'hui et effectivement, je pense que l'année prochaine, on vise le niveau excellence. Le label THQSE, donc très haute qualité sociale et environnementale embarqué par Primum, qui nous a fait du bien aussi vis-à-vis des établissements. Donc, label très important. EcoVadis. Là, particulier, EcoVadis, je vais vous raconter l'histoire, c'est que pourquoi on l'a fait, EcoVadis, c'est que ça nous a été demandé par un groupe de cliniques avec lequel on travaille. Donc, le groupe de cliniques nous a contactés, nous a dit, si vous souhaitez continuer à être fournisseur, vous devez remplir cette équivalence EcoVadis. Ce que je comprends complètement. C'est-à-dire, vous devez montrer patte blanche tant en termes de charte éthique qu'en termes de charte d'achat. Nous l'avons effectivement rempli, nous avons été validés argent, donc il y a encore une marge de progression pour aller vers l'or, mais nous avons été très satisfaits de cette démarche. Label dont Olivier Thomas a parlé tout à l'heure, nous en sommes très fiers, donc signé par Christophe Sadouane le 13 octobre dernier, qui effectivement qui implique les sociétés qui ont négocié avec leurs fournisseurs une relation, on va dire, durable, d'une part, et une relation éthique. Donc, c'est le ministère de l'économie, des finances et du commerce et de la relance qui l'a mis en place. Donc, exemplarité et stratégie aussi pour légitimer notre démarche de centrale d'achat et pouvoir négocier avec les fournisseurs. Alors, on rentre un petit peu dans le cœur du dispositif et le cœur de CAP. Comment on sélectionne nos acheteurs? Nos acheteurs, ils sont déjà sélectionnés parce que ils étaient dans un établissement de santé, parce qu'ils connaissent le métier et parce qu'ils ont des compétences sur leur core business. Donc, ça veut dire que si, effectivement, j'engage un ingénieur biomédical, l'ingénieur, il a travaillé en établissement de santé. Si on a une personne qui audite les blocs opératoires, elle a travaillé en bloc opératoire. Très important pour nous, effectivement, d'avoir ce critère de métier. Connaissance et évolution des innovations de produits, il faut des acheteurs curieux. Curieux aussi des innovations, curieux des dangers aussi, curieux des innovations qui ne sont qu'éphémères, et curieux des innovations qui peuvent effectivement avoir des portées durables pour les établissements de santé. Les formations initiales et continues, Olivier Thomas l'a précisé tout à l'heure, on ne peut pas conseiller si nous ne sommes pas formés. Donc, les acheteurs sont formés aux achats responsables, notamment dans les nouveaux acheteurs qui sont recrutés chez CAP. On demande même que ce soit une formation initiale. Après, nous occupons de la formation continue, bien évidemment, et ça fait partie de la QVT chez CAP. Le processus de référencement des partenaires, ça vous concerne particulièrement. Comment fait-on? Je suis rentrée, on va dire, dans le process, on va dire le processus, on va dire normal. Étude de marché, étude de produits en adéquation avec les attentes et les enjeux des établissements. Bien évidemment, vous êtes notre inspiration, c'est-à-dire que on ne va pas, pour on va dire, avoir un taux de couverture important, on va aller chercher les produits que vous utilisez ou dont vous avez besoin et qui correspondent à des critères d'achat responsable. On a par catégorie et segment de marché des cartographies de critères d'achat responsable. Bien évidemment, le BGS, la réduction de l'empreinte carbone, la réduction des emballages. Tout à l'heure, Olivier en a parlé, très important, quand on reçoit dans la PUI un carton avec un produit dedans. On se dit, il faudrait peut-être qu'il y ait une optimisation. D'ailleurs, on s'est dit avec Olivier qu'on allait travailler de plus en plus avec les grossistes logisticiens et répartiteurs dépositaires, parce que je pense qu'il y a en effet à négocier avec eux, ou en tout cas à échanger. L'obsolescence des appareils, c'est couvert par une loi aujourd'hui, mais il faut effectivement être vigilant. L'analyse du coût global, politique commerciale de maintenance et de récupération des matériels et la politique de QVT éthique dans les établissements de santé et
chez les fournisseurs qui est très important. On signe de plus en plus d'ailleurs de chartes éthiques avec les fournisseurs avec lesquels nous travaillons. Tout à l'heure, je l'ai dit, pour raison de faire des établissements de santé, aujourd'hui, Olivier l'a rappelé tout à l'heure, c'est plus un fantasme, c'est plus un vœu pieux, ça y est, on est en ordre de marche par rapport à ça. On connaît, on sait que c'est compliqué, comment on y va. Donc, aujourd'hui, c'est rendre durable l'activité des établissements tout en garantissant la viabilité économique parce que oui, je suis tout à fait d'accord, c'est rentable. Et en plus, dans les établissements de santé, les collaborateurs apprécient la démarche. Ils apprécient cette démarche de ne pas gaspiller. Ils apprécient la démarche aussi de se dire, tiens, qu'un matériel d'aide technique, au lieu, on va dire, de le réparer avec une pièce neuve, on peut éventuellement prendre une pièce d'occasion. La sensibilisation à l'intérieur des établissements est de plus en plus importante. Et ça va être aussi, je pense, un vecteur de fidélisation de vos collaborateurs et ce qu'on appelle très positivement un vecteur de rétention de vos collaborateurs. C'est-à-dire que grâce à cette démarche à l'intérieur de vos établissements, vous allez réussir à fidéliser vos collaborateurs. Sinon, ils seront attirés peut-être par des sociétés qui ont des éthiques et une politique d'achat responsable et de RSE plus engagée. CAP a une obligation de résultat. Donc, on s'engage, on référence, on vous propose des produits. Donc, bien évidemment, on a une mission, une obligation de résultat. Identifier, évaluer, mesurer, on va le voir avec l'outil indice vert. Au cours de la première négociation, j'ai vu qu'il y avait un fournisseur caché dans les invités, qui a d'ailleurs été mobilisé sur la démarche de l'indice vert parallèlement à sa collaboration et sa négociation avec CAP. Première négociation, mais aussi tout au long de la durée du contrat. Quel est le niveau de maturité? Est-ce qu'il y a un accroissement des compétences au niveau RSE? Et ça, c'est ce que l'on mesure grâce à l'indice vert et grâce effectivement à des datas spécifiques et à une historisation des datas. Et on est surtout en mesure d'expliquer aux acheteurs les raisons d'un partenariat et les raisons d'un choix. Aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer, par exemple, aux établissements ou même à la fac, la FNOR, parfois, elle me dit, mais quels sont les critères d'achat sur la partie médicaments? Alors, on lui explique, bien évidemment, que déjà, c'est de soigner, hein. C'est la première chose, c'est la qualité. Et puis, on n'a pas trop parlé du patient depuis tout à l'heure, mais moi, j'aimerais parler du patient quand même qui est au bout de la chaîne, qui clignote, comme il dit au bout. C'est que c'est bien soigné, c'est mieux soigné. Et bien évidemment, CAP regarde, explore, innove aussi de plus en plus sur la chimie et notamment sur la chimie verte. Donc ça, c'est un engagement aussi que l'on prend chez CAP pour proposer peut-être des alternatives. Alors, ce sera un début, ce ne sera pas forcément au départ accepté ou en tout cas acheté par tout le monde, mais c'est un enjeu important pour CAP. L'indice vert, c'est un outil de mesure de la démarche chez les fournisseurs référencés et chez les primo-référencés. La méthodologie, elle est simple. Donc, déjà, on existe depuis cet indice poussé et porté par Olivier Thomas et Primum et par l'ancienne présidence de CAP. C'est une évaluation, un accompagnement à améliorer en continu l'offre responsable des fournisseurs de santé référencés CAP. Donc, le recueil des données, voilà, je vous laisse lire l'analyse des documents. Donc, il y a un contrôle humain, il y a un algorithme, bien évidemment, il y a un référentiel, il y a un contrôle humain aussi qui est fait sur les pièces justificatives. Ce n'est pas l'incantation. On veut la preuve du concept. Donc, on demande des pièces justificatives. On fait appel donc à des normes et à des référentiels. Donc, sur le référentiel Global Reporting Initiative, sur l'ISO 26000, sur les 17 ODD, sur la certification HAS. Et on publie les résultats des évaluations. La démarche achat responsable, c'est, je vais vous montrer la plateforme dans son nouvel état, parce qu'on a une nouvelle plateforme. Il y a
6 critères: l'engagement de la direction, la politique d'achat, les produits éco-conception, la réduction des impacts, la gestion des déchets, la commande et la distribution. Il y a 33 questions, des questions adaptées pour chaque marché. C'est-à-dire qu'on a un socle commun qui est l'engagement de la direction et de la gouvernance, qui est commun à tous les fournisseurs. Mais en revanche, après, on split complètement les marchés et les questions par marché de santé. Voilà, c'est vrai qu'un fournisseur, je ne vais pas citer de fournisseur parce qu'il faudrait que je cite les 650, mais un fournisseur qui va répondre au marché, par exemple, de la pharmacie, ce ne sera pas du tout les mêmes questions qu'un fournisseur qui répondra au marché du biomédical, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus fait splitter en 7 familles les éléments. Alors, je vais basculer sur la plateforme. J'espère que tout va bien se passer. Priez pour moi. Alors, voilà, donc on va faire ça. Alors, est-ce que je vais repartir là? Est-ce que vous voyez mon écran? Je vais repartager. Marie-Claire, tu me diras. Pour l'instant, non, oui. Hop, je suis en train de faire. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. C'est parfait. Parfait. Voilà, donc là, c'est un site de démonstration parce que moi, je n'ai pas eu le site d'un fournisseur, donc c'est un site de démonstration. Et c'est la future place de marché de Cap. Donc, ça, on arrive, on va dire, dans le front office des fournisseurs. Donc, on a le profil des demandes de services, toute la partie following a screening question et la partie indice vert. Donc, je vais me connecter à l'indice vert. Voilà, ça devrait aller. Excusez-moi, c'est un peu long parce que j'ai une bande passante un peu timide aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Marie-Claire, tu peux me confirmer? Oui. Voilà. Donc là, par exemple, on arrive sur les déclarations et je vais en ouvrir une dont j'ai fait le test hier. Et là, vous voyez que chaque fournisseur doit chaque année remplir les 33 questions. Alors, je ne vais pas vous lister les 33 questions, on va passer sur les engagements de la direction. Voilà, existe une politique idéologique et stratégique de développement durable. Alors, je réponds oui, je réponds non, mais surtout, si je réponds oui, j'apporte la preuve et je vais effectivement choisir un fichier qui va être le fichier qui va argumenter le pourquoi de mon oui. Engagement de la direction. Ensuite, je suis sur achat responsable, produits éco-conception, gestion des déchets, très important, et commande et distribution. Commande et distribution, ça veut dire comment effectivement je distribue, le partenariat avec les transporteurs. Est-ce qu'effectivement je reprends les périmés ou pas dans les établissements de santé? Question très importante qui est une question. Alors, j'en profite pour passer un message à Olivier, c'est que pour l'instant, ce n'est pas une question qui est éliminatoire, parce qu'on a déjà 3 questions éliminatoires dans le questionnaire. La première question éliminatoire, c'est le travail des enfants, bien évidemment. Deuxième question éliminatoire, c'est est-ce qu'il est stipulé sur les emballages et les notices les protections individuelles que vos collaborateurs doivent porter pendant la manipulation des produits. Et j'entends surtout les produits chimiques. Ça, c'est très important. Et êtes-vous en capacité de donner la liste et la composition des produits, de la composition des substances de tous vos produits, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fiches de données de sécurité. Et en effet, est-ce que vous êtes capable de les donner, de les justifier? Ces questions-là, elles sont donc éliminatoires. Vérifiez sur pièce et je vous dirai comment après. Là, je suis repartie sur la présentation. Je pense que vous la voyez. Oui, c'est parfait, Isabelle. Alors, je préfère avoir ton feedback, c'est parfait. Là, voilà, la mesure, elle se fait par des notes. Donc, on a 5 notes. On avait 3 notes avant et maintenant, on en a 5. La première note, donc le Graal, c'est A++. Donc, on a de plus en plus de fournisseurs qui sont classés A++. On appelle ça un engagement durable.
Voilà, donc ce sont des fournisseurs qui connaissent, qui ont une politique, qui ont les 4 piliers, comme l'a rappelé Christine tout à l'heure, les 4 piliers de la RSE. À plus, une démarche de développement durable construite, déjà en ordre de marche, hein, sur les piliers de la 26 000, avec cette vision holistique de la RSE. La démarche de progrès, l'action innovation vertueuse, donc mise en place en effet d'une action. B, donc on a scoré en fait par rapport à des notes, c'est une démarche débutée, un accompagnement nécessaire. Donc bien évidemment, on offre un accompagnement avec Olivier Thomas, on offre un accompagnement pour les établissements et les fournisseurs. C'est dans notre charte éthique et même ça rejoint le label relations fournisseurs achat responsable. Et là, on arrive sur pas de réponse donnée à l'indice vert alors que c'est une obligation contractuelle et aussi pas doté. Donc, et même éliminer, parce qu'il peut y avoir en effet des fournisseurs qui soient éliminés à cause de la non-réponse aux questions éliminatoires que je vous ai précitées. On ne peut pas faire aujourd'hui d'indice vert sans qu'on ait un double contrôle par un tiers, et notamment par Primum, qui va aller certifier et contrôler les fournisseurs de leur démarche. On a eu des surprises parfois, donc on n'aime pas trop les surprises dans ce genre-là. Donc, on va contrôler sur site. Parfois, c'est long hein, parce qu'il peut y avoir aussi des sites déportés. Donc, on va demander en effet au site primaire qui est en France de pouvoir contrôler tous les éléments et vérifier toutes les preuves qu'il a apportées. L'indice vert certifié, il apporte aussi une visibilité aux acheteurs et une grille d'appréciation. C'est-à-dire qu'après la prise de conscience, il y a effectivement l'action. C'est-à-dire que c'est action-réaction. Les acheteurs aujourd'hui, ils sont tout à fait convaincus qu'il faut y aller, surtout quand ils sont en formation initiale ou en formation continue grâce à l'établissement. Mais je crois qu'il n'y a plus de débat par rapport à cela. Donc, cette grille d'indice vert et d'évaluation permet d'éclairer leurs achats et leurs choix. Et contractuel pour les fournisseurs, c'est une obligation aujourd'hui qui est liée au référencement. L'accompagnement, on ne peut pas faire de la RSE sans accompagner, donc on accompagne les fournisseurs, on accompagne les acheteurs de CAP aussi dans des formations continues. On accompagne par les produits aussi des évaluations précises des composants selon les réglementations en vigueur. Et on accompagne les adhérents et vous, et les non-adhérents aussi, parce qu'on a de plus en plus d'établissements qui ne sont pas adhérents, qui se connectent parce que ça concerne tout le monde. Hein. Donc aujourd'hui, échange de pratiques, Christine l'a rappelé tout à l'heure, et on est très ouvert aussi à ce que d'autres établissements nous rejoignent, au moins pour avoir l'information. Voilà, je souhaite que l'information soit éclairée et éclairante plutôt que ça reste à un niveau qui soit au niveau CAP. Voilà, donc on voit de manière un peu plus macro et de manière un peu plus zoomée. Ce qu'on apporte aussi aux établissements de santé, c'est un diagnostic sur les achats responsables. On l'a fait dans plusieurs établissements déjà. C'est-à-dire que soit on prend des chiffres d'achat par le LEI, soit on prend des chiffres que vous souhaitez nous donner et on évalue, on score en fait votre démarche achat responsable versus les notes des fournisseurs. Donc, on voit là, je n'ai pas mis l'établissement qui nous a confié ces données, mais voilà, nombre de fournisseurs locaux, nombre de fournisseurs avec lesquels je travaille en établissement de santé qui sont A++, nombre de fournisseurs qui sont A+, etc. Et avec des possibilités aussi de conseiller et de flécher sur des fournisseurs qui sont dans des domaines d'achat responsable et qui sont un peu plus vertueux. Voilà, je termine par cela. Une démarche donc professionnelle et efficiente, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, bien évidemment, c'est l'efficacité, mais aussi la rapidité de mise en œuvre. Pour toutes les parties prenantes, les partenaires, les fournisseurs, les établissements de santé et les institutionnels. On travaille beaucoup avec la FHP depuis des années dans le groupe RSE. Donc on se met effectivement aussi à la disposition de toutes ces parties prenantes. C'est une force et un levier dans les négociations
On pourrait parler tarifs. Hein. Voilà, j'en ai pas discuté pour l'instant, mais je suis assez d'accord avec le fait que on peut trouver maintenant, avec M. Bélamou tout à l'heure, on peut trouver et on trouve des fournisseurs qui ont des démarches achats responsables, des produits éco-conçus, des empreintes carbone moins impactées et qui ne sont pas forcément plus chers. Voilà, je dirais, il faut regarder le coût global du produit, il faut regarder la maintenance. On travaille beaucoup en audit sur la maintenance des appareils, de toute la partie biomédicale. On travaille aussi sur les audits de déchets, on travaille sur les audits de la RSE avec Olivier. Donc, il ne faut pas croire que, voilà, parce qu'il y a ces démarches, c'est plus cher qu'une autre. L'aspiration avec des acheteurs. Et puis, l'indice vert, bientôt, donc sur la partie produits, sur les détergents, sur les couches, on va prendre des produits de plus en plus ciblés. Et la labellisation de notre indice vert pour boucler la boucle sur le référentiel de l'indice vert. Merci. Et voilà, non, j'ai fini, Marie-Claire, merci. Oui, merci beaucoup, Isabelle. Ce que je retiens en fait de ton intervention, évidemment, c'est c'est de dire qu'effectivement, les achats responsables, ça peut être rentable et c'est pas si compliqué que ça en fait, parce que ça peut paraître très compliqué et c'est vrai que on a tendance à dire quel arbitrage, quelle balance je fais entre mon souhait finalement d'aller sur des achats responsables et puis ma contrainte budgétaire, etc. Mais finalement, on se rend compte que voilà, l'équilibre, il est possible et que finalement, les bénéfices à l'issue sont certains, mais à plus d'un titre. Ce que je retiens aussi finalement des interventions d'Olivier, de Nicolas ou la tienne, Isabelle, c'est que finalement, il y a plusieurs actions à engager, en tout cas de bonnes pratiques ou de réflexes. Et vous avez parlé de réaliser un audit des pratiques existantes pour savoir d'où on part. On a parlé de compétences. C'est effectivement cette nécessité de pouvoir monter en compétences, se former en matière d'achat responsable, de sensibiliser en interne sur les enjeux, former les équipes. Ça implique aussi de dialoguer avec les prescripteurs pour effectivement les convaincre et leur faire part des valeurs portées. Et puis, la possibilité de mettre en place une charte en interne de politique d'achat responsable qui finalement servirait de cadre aux acheteurs au sein des établissements. Vous avez parlé aussi tous analyse du cycle de vie des produits, ça c'est effectivement majeur. La définition, Isabelle, tu viens d'en montrer des exemples, des critères en fait, c'est important de définir des critères et d'intégrer des critères d'aider lors des consultations fournisseurs. Donc, tu en as listé un certain nombre et je pense que c'est majeur. Il s'agit effectivement d'obtenir des engagements de la part des fournisseurs ou tu as cité l'exemple, Isabelle, aussi d'un groupe de cliniques qui est venu vous voir en disant moi maintenant j'ai besoin que vous ayez tel label. Donc c'est aussi aux établissements, c'est le message aussi qu'on souhaite porter au cours de ce webinaire, c'est de dire vous êtes les acteurs d'un changement au sein de vos établissements et puis au sein aussi plus largement en tant qu'entrepreneur, entreprise, établissement de santé, vous êtes acteur majeur d'une évolution des fournisseurs, des industriels parce que Olivier Thomas citait Coluche, mais c'est tout à fait ça. Si on n'achète pas, les produits ne se vendent pas, donc ça induit forcément un changement de comportement. Et puis, tu as parlé, Isabelle, approche du coût une approche en coût global, et je pense que c'est majeur. Peut-être, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a, on peut déborder si besoin, mais est-ce qu'il y a des réactions, des bonnes pratiques que vous souhaitez vous partager à la communauté des participants présents ou des réactions par rapport aux différentes interventions qui ont eu lieu?
peut-être savoir si vous-même avez intégré des critères d'aider dans vos consultations. Alors, on peut utiliser la petite réaction pouce levé si vous-même, vous avez déjà intégré effectivement des critères. Alors, je regarde. Si tel n'est pas le cas, à l'issue de ce webinaire, vous allez de ce pas travailler à cette formalisation. En tout cas, je laisse quelques instants encore s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir. N'hésitez pas, hein, c'est l'objet aussi de ces webinaires de partager ensemble. Non, pas de regret. Bon, en tout cas, du coup, peut-être pour clore ce webinaire, évidemment, déjà remercier chaleureusement vraiment Olivier Thomas, Nicolas Bassot, Isabelle Hamelin pour vos interventions. Merci beaucoup. C'est vrai que ce webinaire avait pour objectif, Christine Schibler l'a dit en introduction, de vous permettre d'appréhender les enjeux d'une politique d'achat responsable et de vous donner quelques clés pour entamer ou amplifier votre politique d'achat responsable. On a parlé de différents outils possibles, des actions à engager graduellement, parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas travailler sur tous les domaines d'un seul coup. Donc, il faut prioriser. Pour prioriser, il faut savoir d'où on part et donc réaliser un audit. Et je pense que c'est important, avant de clore ce webinaire, vous dire qu'il existe un observatoire du développement durable qui s'appelle MODE, qui est porté par l'ensemble des fédérations hospitalières et médico-sociales en partenariat avec le ministère de la Santé et le ministère de la Transition écologique et la NAP. C'est un observatoire qui a vocation à vous permettre d'évaluer votre maturité, la maturité de votre démarche développement durable. Et il y a notamment un volet achat responsable. Donc, je vous invite vivement à participer, à renseigner cet observatoire dont la campagne 2021 s'est ouverte en septembre et va se terminer le 31 janvier. Et donc, vraiment, c'est 30 questions assez simples, mais qui méritent de vous faire poser des bonnes questions, en tout cas, vous permettre d'enclencher ou d'amplifier votre démarche avec des pistes d'action qui vous sont ensuite communiquées de manière personnalisée. Et ça vous permet aussi de pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires. Donc, je vous invite vraiment à renseigner ce webinaire. Je vais essayer de vous mettre le lien ou sinon on vous le fera parvenir avec les documents et les présentations si effectivement Isabelle et Olivier acceptent qu'on puisse vous communiquer les diaporamas. Donc vraiment, merci beaucoup de votre intérêt pour ce webinaire. Vous avez été nombreux. Ça montre vraiment l'enjeu pour le secteur de réussir et de prendre à bras le corps en fait ces enjeux de responsabilité sociétale des entreprises. La FHP travaille sur ces sujets, on vous l'a dit, on a une charte d'engagement de 4 objectifs, 10 engagements qui vont se décliner de manière opérationnelle. On aura l'occasion d'organiser d'autres webinaires sur d'autres engagements de la FHP sur ces sujets. Donc, en tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce webinaire ou également des retours de bonnes pratiques sur les achats durables, mais pas uniquement, sur les actions que vous engagez. C'est toujours intéressant. Et sachez que la FHP anime un groupe de travail RSE ouvert aux établissements, aux personnes en charge des sujets liés à la RSE, aux directeurs d'établissement et évidemment, c'est un groupe ouvert qui a vocation à être un lieu de partage de bonnes pratiques. Il se réunit 3 ou 4 fois par an et donc les personnes qui souhaitent s'engager durablement dans ces travaux sont évidemment les bienvenues. Merci beaucoup.
Et j'espère que ce webinaire aura répondu